Mes frères et sœurs ont reçu des cadeaux de luxe tandis que moi, j'ai eu un gel douche pour nos anniversaires, mais maintenant je déménage, et tout s'effondre. Mes frères et sœurs ont toujours reçu des cadeaux luxueux, pendant que moi, pour nos anniversaires, je me retrouvais avec un simple gel douche. Et maintenant que je prépare enfin mon déménagement, tout semble s'écrouler autour de moi. J'ai 25 ans, je suis une femme, je vis encore chez mes parents avec mes deux frères et sœurs Joseph et Katrina. En tant qu'aînée, j'ai été la première à entrer dans la vie active. Pendant des années, il n'y avait que mon père et moi pour subvenir aux besoins de la maison. Ma mère, elle, était souvent malade ou simplement trop fatiguée pour travailler. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que sa maladie, c'était surtout une excuse. Elle préfère passer ses journées vautrées sur le canapé, à regarder la télévision et à grignoter sans arrêt, plutôt que de bouger le petit doigt. J'ai arrêté d'essayer de la convaincre de trouver un travail depuis bien longtemps. Mon frère et ma sœur, eux, ont commencé à bosser peu après avoir fini l'école. Mais bien sûr, ça n'a pas duré. Mon frère s'est fait virer pour vol, et ma sœur a décidé que ses problèmes de santé mentale étaient une raison suffisante pour ne rien faire. Le petit soulagement financier qu'on avait ressenti quand ils avaient enfin commencé à travailler s'est envolé aussi vite qu'il était venu. J'ai donc dû enchaîner les heures supplémentaires, parce que je savais très bien que je ne pouvais compter sur personne d'autre. J'ai bossé dur, vraiment dur, pour grimper les échelons et décrocher une meilleure position. Aujourd'hui, je gagne plutôt bien ma vie et mieux que beaucoup de gens de mon âge, en tout cas. Les gens autour de moi me félicitent souvent pour ma réussite, mais au fond, je me sens comme une impostrice. Quand je fais le point, je réalise que je n'ai jamais rien fait pour moi. 70% de mon salaire part dans les factures de la maison, et il ne me reste que 30 pour vivre. Avec ce qu'il reste, je peux à peine couvrir mes besoins de base. Et comme par hasard, il y a toujours une dépense imprévue à la fin du mois que je dois encore assumer. Je travaille tellement que je suis rarement à la maison, et quand j'y suis, c'est l'enfer. Voilà le vrai problème, c'est épuisant. Au moins, au boulot, je suis payé pour supporter la charge. À la maison, par contre, je fais tout gratuitement. Je nettoie, je fais la lessive, la vaisselle, les courses, je veille à ce qu'on ne manque de rien. Ma mère et ma sœur, elles, ne lèvent presque jamais le petit doigt. Maman reste scotchée à la télé, et Katrina s'enferme dans sa chambre, sauf quand elle sort pour voir ses amis ou se créer de nouveaux problèmes. Impossible de compter sur mon père ou sur mon frère pour aider. Mon père croit dur comme fer au rôle de genre, vous voyez le genre de mentalité. Et même si je ne partage pas ses idées, j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir le choix. Je me suis longtemps dit que, puisque je vivais encore sous leur toit, je devais me taire. Chaque fois que j'osais protester, ma mère me balançait de « trouver mon propre appartement ». Elle sait parfaitement que je ne peux pas me permettre de payer un logement tout en continuant à entretenir la famille. Elle sait aussi que j'ai le cœur trop tendre pour les laisser tomber et du moins, c'est ce qu'elle croit. Mais tout ça, ce n'est pas la raison de ce que j'écris aujourd'hui. Ce n'est même pas la source principale de ma frustration. Ce qui me met vraiment en colère, c'est que mes parents viennent encore de prouver, une fois de plus, qu'ils préfèrent mes frères et sœurs à moi. Mon anniversaire était il y a 2 jours, et devinez ce que j'ai reçu? Un foutu gel douche. Sérieusement. Et si je semble ingrate, laissez-moi expliquer pourquoi. Le mois dernier, pour l'anniversaire de Katrina, ils lui ont organisé une énorme fête surprise. Une fête que nous n'avions clairement pas les moyens de nous offrir. J'ai dû accepter des missions de conseil supplémentaires pour aider à la financer. Et le pire, c'est que mon père m'avait juré qu'il avait déjà prévu le budget, quand j'avais d'abord refusé d'aider. Après la fête, il est venu me voir avec une histoire dramatique, prétendant qu'il avait mal calculé et qu'il avait dû emprunter de l'argent à des gens dangereux. Il disait avoir peur qu'ils viennent s'en prendre à nous. Évidemment, j'ai fini par payer, parce que je voulais protéger ma famille. Mais j'étais furieuse. Ce genre de situation, c'est toujours la même chanson. À chaque anniversaire, à chaque occasion, ils mettent plus de soins, plus d'argent, plus d'attention pour mes frères et sœurs, jamais pour moi. Cette année, Joseph a reçu une nouvelle console, Katrina un bon pour un spa hors de prix. Et moi? Un gel douche. Après tout ce que j'ai fait pour eux, c'est tout ce que je vaux? J'étais blessé, vraiment. Cette fois, ça m'a frappé de plein fouet. D'habitude, j'arrivais à ravaler ma déception, à me dire qu'ils ne le faisaient pas exprès, qu'ils m'aimaient malgré tout. Mais là, non. Ce gel douche, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En le recevant, j'ai craqué.
Impossible de garder mon calme. J'avais la gorge serrée, la colère bouillait en moi. Je leur ai demandé pourquoi je ne pouvais pas, moi aussi, avoir une fête comme Katrina ou Joseph. Pourquoi tout ce que j'avais, c'était un gel douche, même pas un gâteau convenable. Mon père s'est tout de suite emporté, en me traitant d'ingrate. Il disait que je connaissais notre situation financière et que je devrais avoir honte de réagir comme ça. J'ai éclaté de rire. Comment pouvait-il dire ça sans se sentir ridicule? C'est lui qui s'était mis dans les dettes juste pour offrir à Katrina un anniversaire de rêve, mais il ne pouvait pas dépenser 20 $ de plus pour le mien. J'en avais assez de cette injustice. À ce moment-là, j'ai même demandé s'il m'avait adopté. Parce que franchement, c'est comme ça qu'il me traite, comme une étrangère. Je bosse sans relâche, je rentre à la maison pour m'occuper de tout le monde, et tout ce que j'obtiens en retour, c'est du gel douche? Sérieusement? C'est là que ma mère s'est mise à pleurer, disant qu'elle détestait quand je faisais mes crises. Oh, donc elle a le droit d'être dramatique, mais si moi j'exprime un peu mes émotions, je deviens une égoïste? Voilà exactement comment je l'ai pris. Ma mère change d'humeur 100 fois par jour, et on est censé tout supporter en silence. Mais si c'est moi qui m'énerve pour une raison valable, on me traite aussitôt de dramatique. Alors j'ai décidé d'arrêter de parler et je suis monté dans ma chambre sans un mot. Quand ils ont essayé de m'appeler, j'ai simplement fait semblant de dormir. Allongé là, j'ai repensé à tout. Je me sentais vide, malheureuse, épuisée. Même quand je suis occupée toute la journée, j'ai ce vide qui me ronge. Et quand vient l'heure de dormir, mon esprit refuse de se taire. Mes pensées tournent sans fin autour du même sujet, ma vie, ou plutôt le manque de vie que j'ai. Les gens de mon âge s'achètent leur première voiture, certains se marient, d'autres deviennent propriétaires. Au travail, je vois des collègues qui gagnent moins que moi accomplir tout ça, et je ne peux pas m'empêcher de ressentir un petit pincement de jalousie. C'est fou, parce que sur le papier, j'ai de l'avance dans ma carrière, mais dans la vraie vie, j'ai l'impression d'être terriblement en retard. Je n'ai rien qui m'appartienne vraiment, aucun objectif personnel. Mon seul but, jusqu'ici, a été de servir cette famille qui ne m'a jamais montré la moindre reconnaissance. En y repensant, je me demande comment j'ai pu les laisser me traiter ainsi pendant si longtemps. Ça dure depuis des années, et je n'avais même pas conscience qu'ils abusaient de moi. L'histoire du gel douche a été le déclic, la claque dont j'avais besoin pour enfin voir les choses en face. Je ne veux plus vivre comme ça. Quelque chose doit changer. Je veux retrouver un sens à ma vie, faire quelque chose pour moi, exister pour de vrai. Mise à jour 1. Je l'ai fait. 2 mois après avoir écrit ce post, j'ai enfin déménagé. Même moi, j'ai du mal à y croire. Seulement 2 mois après l'incident de mon anniversaire, j'ai quitté la maison pour de bon. Mon nouvel appartement est minuscule, presque vide, mais il est à moi, rien qu'à moi. Et la première chose que j'ai faite une fois installé? Je me suis allongé sur mon lit pendant des heures. Sans que personne ne vienne me demander de régler un problème, sans cri, sans reproche, sans tension. Juste le silence. C'était une sensation étrange, presque irréelle. Je n'aurais jamais imaginé qu'être simplement allongé là puisse être aussi apaisant. Tu te demandes peut-être comment j'ai réussi à partir avec une famille aussi étouffante et contrôlante. Crois-moi, ce n'était pas simple. Mais je l'ai fait. D'abord, j'ai commencé à suivre leurs propres conseils, poser des limites. J'ai réduit ma contribution aux dépenses de la maison au strict minimum et j'ai mis de côté le reste. Ensuite, j'ai accepté plus d'heures supplémentaires et gardé cet argent pour moi. Quand mes parents ont demandé où passait tout cet argent, je leur ai répondu que c'était pour mon bonus de fin d'année. C'était difficile de mentir, mais nécessaire. Dès que j'ai eu assez pour payer la caution et le premier mois de loyer, j'ai dit littéralement aller au diable, et j'ai signé pour mon appartement. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, la discussion a été houleuse. Ils ont été choqués, presque offensés. Ils m'ont demandé si vivre avec eux était à ce point insupportable. Je leur ai expliqué calmement que ce n'était pas contre eux, mais pour moi. Que j'avais besoin d'indépendance, de respirer un peu, de grandir. J'ai même rappelé à ma mère qu'elle m'avait souvent dit de prendre mon propre logement. Bien sûr, elle l'a mal pris. Elle a prétendu que je me moquais d'elle, qu'elle voulait juste mon bien. Mais à ce stade, je savais que rien de ce que je dirais ne servirait à calmer la situation. Alors je me suis excusé, juste pour mettre fin à la discussion, et je suis passé à autre chose. Ils ont résisté, évidemment, mais à la fin, ils n'ont pas eu le choix.
Mon bail était signé, mes valises prêtes. Par défi, aucun d'entre eux ne m'a aidé à emballer mes affaires. Heureusement, 2 amies du travail, Janet et Lisa, sont venues à la rescousse. Elles connaissaient un peu ma situation familiale et, quand je leur ai dit que je déménageais, elles étaient sincèrement ravies pour moi. Elles ont sauté de joie, littéralement. Et quand je leur ai demandé de l'aide, elles ont accepté sans hésiter. Il y a quelques jours, on a tout transporté, et maintenant je suis ici, dans mon petit appartement presque vide. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mon espace, mon refuge. Et surtout, je suis enfin heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de vivre pour moi. Mise à jour 2. Ça fait un peu plus d'1 mois que je vis ici maintenant. Honnêtement, ce mois a été intense, pas toujours facile, mais je n'ai jamais été aussi épanoui. Enfin, jusqu'à il y a quelques heures. Laisse-moi t'expliquer. Depuis mon emménagement, j'ai pris le temps d'aménager mon appartement petit à petit. J'ai même organisé une petite pendaison de crémaillère, et pour la première fois depuis des années, j'ai passé une soirée entourée de gens que j'apprécie vraiment. J'ai commencé à sortir davantage, à voir des amis, à rencontrer de nouvelles personnes. C'est fou comme c'est libérateur de pouvoir vivre sa vie sans qu'on te tire dans tous les sens. Et honnêtement, j'ai enfin l'impression de vivre pour moi. D'exister, pas juste de survivre. Ah, et il y a quelqu'un. Lisa m'a présenté un gars, et on se fréquente doucement. Avant, je ne pouvais jamais envisager une relation et ma famille ruinait systématiquement mes plans avec leur urgence. Mais maintenant que je vis loin d'eux, ils n'ont plus ce pouvoir sur moi. Tu veux savoir comment ça se passe entre eux et moi, depuis que je suis parti? Eh bien, silence radio. Aucun appel, aucun message, rien. Pas même un « comment tu vas ?» C'était perturbant au début, mais aussi un peu reposant. J'ai pensé les appeler plusieurs fois, mais je me suis retenu. J'en ai assez d'être celle qui fait toujours le premier pas, celle qui s'excuse après chaque dispute. Je veux être respectée, moi aussi. Je veux que notre relation soit équilibrée. Alors j'ai laissé le silence s'installer. Et pendant un moment, j'ai cru que c'était fini, qu'ils m'avaient tout simplement rayé de leur vie. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, au beau milieu de ma journée de travail, le nom de ma mère s'affiche sur mon téléphone. J'étais surprise honnêtement, choquée. Mais j'ai décroché. Et la première chose qu'elle m'a dite, sans même un bonjour, c'est « Où est le chèque ?» Sur le moment, j'étais complètement perdu. Je n'avais aucune idée de quel chèque elle parlait. Elle avait vraiment oublié que je ne vivais plus avec eux? Sérieusement, à quoi pensait-elle? Bref, elle m'a demandé comment ils allaient bien pouvoir s'en sortir sans mon aide. Alors je lui ai rappelé qu'elle avait 2 autres enfants, en parfaite santé, parfaitement capables de contribuer aux factures. Ils avaient eu tout un mois pour trouver un emploi. Qu'avaient-ils fait pendant ce temps? Et là, elle m'a accusé d'être insensible aux difficultés de mes frères et sœurs. Je lui ai répondu calmement, « Comment veux-tu que j'aie de la compassion pour un voleur et une paresseuse? Ils ont eux-mêmes ruiné leur chance. Pourquoi ne pas apprendre de moi et s'accrocher un peu? » Je lui ai dit que je n'enverrais pas d'argent. Qu'ils allaient devoir se débrouiller seuls cette fois. Puis j'ai raccroché. Elle a rappelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Un peu plus tard, mon père a pris le relais et il voulait me parler sérieusement. Je l'ai laissé commencer sa tirade, puis j'ai raccroché à nouveau. Et tu sais quoi? C'était la première fois que je faisais ça. La toute première fois que je coupais court à une conversation avec eux. Et honnêtement, je me suis senti libéré. Ce dernier mois avait été si calme, si paisible, que ce bref contact m'a fait réaliser à quel point ma vie d'avant était un chaos constant. Je ne veux plus de ce tumulte dans ma vie. Franchement, j'aurais préféré qu'il reste silencieux. Qu'il me laisse tranquille. Parce qu'au fond, je crois qu'ils ne m'ont jamais vraiment considéré comme faisant partie de la famille. J'étais juste celle qui payait les factures, qui réparait tout, qui sacrifiait son temps. Maintenant, c'est fini. Je suis à bout. Il est temps que je pense enfin à moi. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Ils ont essayé de me culpabiliser, mais cette fois, ça ne marche plus. Je crois que j'ai enfin développé une immunité contre leur manipulation. Mise à jour 3. Honnêtement, je ne sais plus quoi penser de ma famille. Je me demande comment des gens aussi dérangés peuvent être liés à moi. Je savais qu'ils étaient capables de manigance pour obtenir ce qu'ils voulaient, mais là, ils ont dépassé toutes les limites. Je ne vais plus me montrer indulgente. Cette fois,
ils vont découvrir un côté de moi qu'ils n'ont jamais vu. Ça fait 2 jours qu'ils me harcèlent pour de l'argent. Je leur ai répété encore et encore que je ne leur donnerai pas un centime. S'ils ne peuvent pas payer leurs factures, qu'ils trouvent une solution par eux-mêmes. Comment peuvent-ils croire que je peux encore les entretenir alors que j'ai mes propres dépenses à gérer? C'est absurde, irresponsable, complètement irrationnel. J'ai décidé de les ignorer. Ces dernières 24 heures, je me suis concentré sur quelque chose de bien plus important, meubler mon appartement. Petit à petit, il commence à ressembler à un vrai chez moi, et je suis fier. Vraiment fier. Pour la première fois, j'ai des choses qui m'appartiennent. Des choses que j'ai achetées avec mon propre argent. Mais, bien sûr, je n'ai même pas eu le temps de savourer cette victoire, parce qu'ils ont décidé de tout gâcher. J'ignorais leurs appels, alors ils ont choisi la solution la plus extrême, débarquer directement chez moi. Oui. Hier soir. C'était un vendredi soir, et j'étais trop fatigué pour sortir. Lisa et Janet aussi. Alors on s'est dit, soirée tranquille, lecture et vin à la maison. 2 autres amies nous ont rejointes. On riait, on discutait, on passait un super moment, jusqu'à ce qu'un bruit étrange retentisse dehors. Mon immeuble est habituellement très calme, donc ce vacarme m'a tout de suite alerté. Au début, on a essayé de l'ignorer, mais le bruit se rapprochait. Puis on a entendu frapper à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai cru rêver. Ma sœur, mon père et mon frère étaient là, en train de se disputer avec le responsable du bâtiment. Ils exigeaient d'entrer sous prétexte qu'ils étaient de la famille. Je n'en revenais pas. J'ai dit au responsable que oui, je les connaissais, mais qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Mon père avait l'air blessé, presque théâtral. Il m'a dit qu'il voulait juste me parler. Je lui ai fait remarquer qu'il était 22 heures passées. Tu pouvais m'appeler avant, non? Et puis j'ai demandé, comment t'as su où j'habitais? C'est là que Katrina a pris la parole, toute fière, en disant qu'une de ses amies m'avait vu dans le quartier et lui avait donné l'adresse. Puis elle a commencé à jeter un œil autour, comme si elle visitait un musée. Elle a même osé dire, « Waouh, tu vis bien, pourquoi je ne pourrais pas emménager avec toi ?» J'ai cru que j'allais éclater de rire ou de colère. Pourquoi voudrais-je vivre avec quelqu'un d'aussi fainéant? Ce serait comme revivre mes pires cauchemars, la nourrir, nettoyer derrière elle, supporter ses caprices. Non merci. Je leur ai demandé de partir. Poliment d'abord, puis plus fermement. Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus, surtout pas à une heure pareille. Mais mon père a refusé. Il a dit qu'il ne partirait pas tant qu'on n'aurait pas parlé. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, surtout que j'avais des invités. Et c'est là que tout a dégénéré. Mon frère a commencé à hurler, à m'insulter devant mes amis. Il criait que j'étais une sœur égoïste et inutile. Puis, sans prévenir, il a poussé la porte et a forcé son entrée. Il m'a traité de tous les noms, pendant que ma sœur et mon père prenaient le relais, envahissant littéralement mon appartement. Mes amis étaient sous le choc. La scène était surréaliste. Et comme si ce n'était pas assez, mon père et mon frère ont commencé à fouiller mes affaires, à tout renverser. Les voir piétiner mes affaires, mes quelques possessions précieuses, ça m'a brisé le cœur. J'ai pleuré. Je les suppliais d'arrêter. Mais rien à faire. Ils m'ont crié que c'était ma faute, que je les avais forcés à agir ainsi, et qu'ils ne partiraient pas sans un chèque. C'est à ce moment-là que la sécurité est arrivée. Heureusement, Janet avait eu la présence d'esprit d'aller prévenir les gardes dès que les choses avaient commencé à dégénérer. Quand la sécurité est arrivée, mon père et mon frère ont refusé d'obtempérer. Ils ont même essayé de résister. Grosse erreur. Le vacarme était si fort que les voisins ont appelé la police. Résultat, mon père et mon frère ont été arrêtés pour intrusion et trouble à l'ordre public. Ils sont toujours en garde à vue, et ne sortiront pas avant lundi. Et moi? J'ai déjà déposé plainte. Cette fois, c'est fini. Ils ont franchi une ligne rouge, et je ne reviendrai pas en arrière. Je ne leur dois plus rien. Ils ont vraiment dépassé les bornes, et cette fois, je refuse de les laisser m'entraîner dans leur désordre. J'aurais voulu écrire cette mise à jour plus tôt, ça fait déjà 4 mois, mais je voulais attendre que tout soit bouclé. Maintenant que le procès est enfin terminé, je peux tout raconter sans tenue. Et pour être honnête, je pense que beaucoup d'entre vous seront satisfaits de savoir que ma famille a finalement récolté ce qu'elle a semé. Commençons par mon frère. À cause de son casier déjà marqué par un vol à l'étalage, le juge n'a pas été tendre.
Il l'a reconnu comme récidiviste et lui a donné 1 an de prison ferme. Malheureusement, ça restera à vie dans ses antécédents judiciaires, et ça rendra son avenir encore plus compliqué. Mais pour être franche, vu la façon dont il menait sa vie, ses chances de réussite étaient déjà minces. J'espère seulement que cette année derrière les barreaux lui donnera assez de recul pour remettre un peu d'ordre dans sa tête. J'ai vu des jeunes bien plus déterminés que lui, qui ont su bâtir quelque chose de solide. Quant à mon père, il a écopé d'une grosse amende et d'une période de probation. Le juge a été très clair, s'il enfreint la moindre règle, même une simple contravention, il retourne directement en prison. Autant dire qu'il doit marcher sur des œufs pendant un bon moment. Les autorités prennent ces affaires très au sérieux, et cette fois, ils n'ont pas échappé aux conséquences. Et puis il y a ma mère. Les années d'alimentation excessive et de vie sédentaire ont fini par la rattraper. Les médecins disent qu'elle est à haut risque de maladie cardiaque, et que si elle ne change pas radicalement son mode de vie, il lui resterait à peine 2 ans devant elle. Je la connais trop bien, elle ne prend rien de tout ça au sérieux. Elle pense être immortelle. J'ai essayé pendant des années de l'encourager à manger mieux, à bouger un peu, à prendre soin d'elle. Elle n'a jamais voulu écouter. Alors j'ai fini par laisser tomber. Si ce n'est pas le cholestérol qui la tue, ce sera probablement le stress causé par ma sœur. Et justement, parlons de ma sœur. Ces derniers temps, son nom circule un peu partout en ville et pas pour les bonnes raisons. Depuis qu'elle n'a plus personne pour financer son petit train de vie, elle a décidé de se débrouiller autrement. D'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée dans de très mauvais cercles, avec des filles connues pour fréquenter certains coins de rue et pour faire, disons, des activités risquées. C'est illégal. Et franchement, c'est dangereux. La semaine dernière, j'ai entendu dire qu'elle avait été arrêtée pour comportement suspect. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'elle finisse dans une situation très grave à cause de ses choix. Beaucoup de gens me disent, tu devrais lui parler. Mais à quoi bon? Elle a fait son choix. Et de toute façon, elle me méprise probablement, parce que je vis une vie ordinaire et que je gagne ma vie honnêtement. Je ne juge personne, mais je sais très bien où ce genre de route mène, dépendance, prison, danger. Jamais une fin heureuse. Depuis que Katrina a pris cette voie, ma mère s'est effondrée plusieurs fois sous le stress. Mais elle continue à la garder à la maison. D'une certaine manière, il cautionne son comportement en la laissant vivre là, sans la confronter à ses erreurs. Même quand elle gagne de l'argent, elle ne l'utilise pas pour les aider ou payer les factures. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout ça. Je tiens mes infos d'une source fiable, apparemment, mes parents vivent maintenant grâce aux tickets alimentaires. Mon père a perdu des heures de travail, alors il passe la plupart de son temps à la maison avec ma mère et Katrina. J'imagine à peine l'ambiance et la tension qui doivent régner là-bas. Et ce n'est pas tout. Ils doivent encore rembourser les dommages qu'ils ont causés à mon appartement. J'ai remplacé les objets cassés, mais le tribunal les a condamnés à payer le reste. Je suis désolé pour eux, sincèrement. Mais pas au point d'intervenir encore. Ils ont fait leur choix, et maintenant, ils en paient le prix. Mise à jour 5. Voici une nouvelle mise à jour, et malheureusement, rien n'a vraiment changé. Ma famille continue de sombrer dans les mêmes problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est comme s'ils essayaient de sortir d'un trou, en continuant de creuser. Je ne sais même plus s'il existe un moyen de les sauver à ce stade. Mais une chose est claire, ce n'est plus mon rôle de les tirer d'affaire. Ils ont creusé leur propre fosse, et ils n'arrêtent pas d'enfoncer la pelle. Prenons mon père, par exemple. Il devait rembourser les dégâts qu'il avait causés avec mon frère, comme l'avait ordonné le tribunal. Et devine quoi? Il ne l'a pas fait. Beaucoup de gens dans les commentaires de ma dernière mise à jour l'avaient prédit, et ils avaient raison. Le pire, c'est qu'il n'a même pas essayé. Pas un seul paiement. Aucun effort, aucune intention de respecter la décision du juge. Et bien sûr, le juge avait prévenu que la moindre violation des conditions de probation suffirait à le renvoyer derrière les barreaux. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Pas pour un éternuement littéral, mais pour le simple fait d'avoir ignoré l'ordre du tribunal. Résultat, il est retourné en prison. J'ai appris la nouvelle il y a quelques jours. Il purge sa peine en ce moment même. Et le plus ironique dans tout ça? C'est qu'il était censé être le seul soutien financier de la maison. Maintenant qu'il est incarcéré, je n'ai aucune idée de comment ma mère va s'en sortir seule avec Katrina. La dernière fois que j'ai parlé avec quelqu'un de proche de la famille, on m'a dit qu'il restait à peine de la nourriture dans la maison, et compte tenu des problèmes de santé de ma mère, c'est plus qu'inquiétant. Mais pour être honnête,
tout ce que je ressens, c'est une froide distance face à toute cette situation. Pendant des années, c'est moi qui ai maintenu cette maison à flot, et ils m'ont exploité émotionnellement et financièrement. Maintenant, ils font face aux conséquences de leur propre irresponsabilité. Ma mère, en plus de tout cela, se retrouve seule dans la maison, non seulement parce que mon père est en prison, mais aussi parce que maintenant mon frère et ma sœur sont aussi derrière les barreaux. Mon frère était déjà en prison depuis un certain temps, comme vous vous en souvenez, mais maintenant ma sœur l'a rejoint. Oui, sa nouvelle activité professionnelle a abouti exactement comme prévu, avec elle se faisant arrêter. Tout le monde l'avait vu venir sauf elle. La situation s'est encore aggravée lorsqu'elle a commencé à consommer en plus de vendre, ce qui l'a rendue encore plus vulnérable et quasiment sans discernement. Un policier en civil l'a prise en flagrant délit, et ce fut la fin de sa tentative de maintenir un style de vie insoutenable. Elle attend maintenant son procès, mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle en sortira indemne. Le pire, c'est qu'elle ne peut même pas se payer un bon avocat, donc elle est entre les mains d'un avocat commis d'office. Je ne veux pas paraître cruel, mais je ne vois pas beaucoup d'espoir pour elle. Quant à ma mère, je ne sais honnêtement pas ce qu'il adviendra d'elle maintenant. Elle vit dans cette maison qui abritait autrefois 5 personnes, et maintenant elle est complètement vide. Avec mon père en prison, ma sœur en attente de jugement, et mon frère déjà en train de purger sa peine, la maison s'est vidée, et le pire, c'est qu'elle n'a absolument personne pour s'occuper d'elle. Pendant des années, elle n'a rien fait, comptant sur tout le monde pour lui apporter de l'argent et de la nourriture, et maintenant, à cause de ses problèmes de santé, elle peut à peine sortir de la maison. Je ne sais pas comment elle va survivre. Je sais qu'ils reçoivent des bons alimentaires, mais ce n'est pas suffisant pour vivre. En bref, ma famille s'est complètement effondrée. Tout ce qu'il me reste, c'est ma tranquillité d'esprit, et même si cela semble dur, je ne regrette pas de m'être éloigné. Mise à jour 6. Je me sens un peu coupable d'être la porteuse de mauvaises nouvelles, mais au moins, ce ne sont plus mes mauvaises nouvelles, ce sont celles de ma famille. Et bien que tout ce qui se passe ressemble à une tragédie au ralenti, je ne peux m'empêcher de ressentir un certain soulagement de ne pas être directement impliqué dans ce désastre. Pour commencer, j'ai enfin récupéré mon argent. Cela n'a pas été un processus facile, et comme prévu, mon père n'avait pas les moyens de me payer. La seule raison pour laquelle il l'a finalement fait, c'est parce que ma mère a dû contracter un prêt pour le faire sortir de prison. Le fait que mon père ait été en prison pour outrage a rendu les choses encore plus compliquées, mais au final, après beaucoup d'efforts, elle a trouvé l'argent. Ce n'était pas de sa propre initiative, bien sûr, mais bien du désespoir de ma mère à faire sortir mon père de prison. Mais le fait que mon père soit sorti de prison est peut-être la seule chose positive dans toute cette situation. Pendant tout ce temps, ma mère vivait chez un parent tout en essayant de résoudre le problème juridique de mon père. Elle a quitté la maison pendant longtemps, et comme prévu, la maison est restée sans surveillance. Maintenant, le quartier où nous vivions n'a jamais été le meilleur, surtout pour laisser une maison sans surveillance. Apparemment, elle a été vandalisée et complètement pillée. La partie la plus troublante, c'est que, d'après ce que j'ai entendu, il y a des gens qui y vivent maintenant. Des gens qui, d'après ce que j'ai compris, pourraient être d'anciens clients de ma sœur. Le fait qu'il y ait des squatteurs dans la maison n'est que le début du problème. Même si mes parents parviennent à les expulser, ce que je doute être facile, je ne sais pas si l'on peut encore appeler ce qu'il reste une maison. Ça me fait mal d'imaginer l'état du lieu que j'appelais autrefois chez moi, surtout parce que j'y avais mis tellement de temps et d'efforts pour le maintenir quand j'y habitais encore. Mais au bout du compte, ce n'est plus ma maison, ce n'est pas à mon nom, et franchement, ce n'est pas mon problème à résoudre. C'est quelque chose que mes parents devront affronter seuls. Quant à mes frères et sœurs, ils continuent à purger leur peine. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles de ce côté-là. Ce qui me surprend le plus dans tout cela, c'est la rapidité avec laquelle la situation s'est détériorée après mon départ. C'est comme si mon départ avait été le dernier clou dans le cercueil d'une situation qui était déjà pourrie de l'intérieur.